toutes et à tous. Merci pour cette présentation. C'est pas facile de passer derrière l'intervention de Marwan, c'était très complet sur les différents types de trafic, les mécanismes, l'organisation, le fonctionnement des trafics en France. Effectivement, moi je me doutais que ça serait le cas, donc j'ai décidé d'orienter plutôt cette intervention sur, j'espère répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, sur comment travailler directement avec les revendeurs. Effectivement, moi j'ai deux expériences qui sont relativement modestes, mais comme le disait Marwan, il n'y a pas grand-chose qui se fait concrètement à l'heure actuelle, donc c'est déjà deux expériences de cet ordre-là. Une en milieu festif techno, donc sur l'usage-revente de cocaïne, et une autre en milieu carcéral avec des jeunes détenus, usagers et revendeurs de produits stupéfiants. Alors, pour commencer, je vais quand même introduire quelques chiffres rapidement, pour quand même qu'on visualise un petit peu l'ampleur de ce dont on parle. Selon Christian Ben Lagdar, en 2007, mais je pense que depuis ça n'a pas dû tellement changer, il y avait plus de 130 000 personnes impliquées dans le trafic de cannabis en France. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment une grosse affaire. 200 000 cannabiculteurs, donc des gens qui font pousser du cannabis. On peut supposer qu'il y en a pas mal d'entre eux qui, aux yeux de la loi, sont considérés comme des revendeurs parce qu'ils dépannent, ils offrent ou ils vendent à leurs amis. Et un chiffre d'affaires annuel de 832 millions d'euros seulement pour le cannabis en France. Et 120 000 interpellations par an. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez massif. C'est un problème social qui est bien constitué, qui est constitué depuis longtemps, avec des lois très sévères, et qui attire une grosse attention, aussi bien policière, judiciaire et même politique, depuis les années 70, avec des circulaires, avec beaucoup de réflexions. On en parle beaucoup, il suffit d'allumer la télé, hein, vous voyez que tous les soirs, vous avez des émissions où on voit des policiers travailler là-dessus. Donc vous voyez aussi, là j'ai mis quelques exemples récents des dernières initiatives de nos ministres de l'Intérieur pour lutter contre le trafic. Donc il y en a une qui est très importante, c'est le petit carré, là, Monsieur Villepin vise le patrimoine des trafiquants de drogue. Ça a donné lieu à une loi qui est vraiment importante, la loi sur la saisie des avoirs criminels, qui est une loi qui change la manière dont travaillent les policiers, qui leur permet de saisir beaucoup plus facilement les avoirs criminels, et qui a changé aussi des choses pour les trafiquants. Après, il y a deux autres mesures qui sont un peu plus de l'ordre qui n'ont pas servi, qui n'ont pas donné grand-chose, on va dire. Celle de Sarkozy, vous en aviez sans doute entendu parler, de retirer les appartements aux revendeurs qui étaient chez des bailleurs sociaux, et la fameuse plateforme de Gérald Darmanin pour signaler les points de deal, qui là aussi n'a pas très bien fonctionné. Si on prend les interpellations pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, là vous avez les chiffres en violet, c'est le total, et en bleu, les mineurs. Marwan en a parlé, on voit que les mineurs sont minoritaires si on compare avec la population générale. On voit aussi que le total il est très important, on arrive à quasiment 200 000 interpellations par an pour infractions aux stupéfiants, et qu'il est en augmentation constante. Donc non seulement c'est quelque chose qui occupe une grosse part de l'activité policière, mais de plus en plus. Quand on regarde les saisies en kilos des principaux produits, alors en bleu c'est le cannabis, donc forcément en poids ça représente beaucoup plus, hein, la cocaïne ça pèse moins lourd, enfin à effet égal. On voit que là aussi on est quand même sur des augmentations, sur une augmentation. Et effectivement l'activité policière elle a quelques belles victoires. Alors là je vous ai mis un exemple qui est un exemple assez important. En 2012, il y a eu un conteneur qui a été saisi avec 8 tonnes de cocaïne pure, qui est en provenance directe des pays producteurs, qui a été saisi à Anvers, dans le port d'Anvers. Et là, ce moment-là, moi je l'ai vécu, j'étais déjà, je m'intéressais, je travaillais déjà à la traîne, je m'intéressais aux nouvelles tendances, au prix des produits, etc. Et quand ça s'est passé, tout le monde s'est demandé si on allait voir un impact sur le marché de la cocaïne. On pouvait supposer que oui, et finalement non, aucun impact. C'est-à-dire que la cocaïne n'est pas devenue moins disponible, sa teneur n'a pas diminué, les prix n'ont pas augmenté, ça n'a vraiment eu aucun impact. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres. Hein. Il y a eu une énorme saisie, alors je crois que c'était en 2013, 1,3 milliard d'euros d'ecstasy en Hollande, je crois. Pareil, aucun impact sur le marché. Donc en fait, ça a beau occuper une grande part des forces policières, etc., ça n'a pas tellement d'efficacité. On le voit, les produits sont toujours plus nombreux, toujours plus accessibles, toujours plus puissants et toujours plus consommés. Alors des fois, il y a si on regarde les graphiques,
Par exemple, sur le cannabis, depuis quelques années, il y a une petite inflexion. Effectivement, ça baisse un petit peu, mais si on reprend un peu de recul, globalement, ça augmente. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. L'évolution du taux moyen de THC dans les résines, vous voyez que ça augmente très fortement. Le nombre de consommateurs de cocaïne en France, c'est la courbe la plus basse, rose. Donc, vous voyez, ça a triplé en 10 ans. La pureté de la cocaïne, pareil, qui fait que d'augmenter. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, sur la cocaïne, c'est très visible. Il y a, entre 2016 et 2010, il y a eu 6 fois plus d'hospitalisations liées à la cocaïne. Donc vous voyez, c'est vraiment ça dénote quand même une augmentation de la consommation. Donc on pourrait se dire, donc voilà, en gros, c'est assez inefficace tout ça. Alors on pourrait se dire qu'il faudrait être plus sévère, même si on a des lois qui sont quand même réputées sévères. L'exemple international montre que ça ne marche pas non plus très bien. Vous savez que le trafic de drogue est un des principaux motifs de peine de mort dans le monde, avec certains pays comme la Chine ou l'Iran qui ont des pratiques très élevées de la peine de mort. Alors l'Iran, ils ont un petit peu calmé le jeu depuis quelques années, mais auparavant, 30 grammes d'héroïne, c'était peine de mort en Iran. Donc il y avait des années avec plus de 500 exécutions pour trafic de drogue. Et l'Iran, c'est vraiment le bon exemple, parce que quand on regarde la consommation d'héroïne en Iran, alors on n'a pas de chiffres parce qu'évidemment c'est souterrain, mais on voit que le problème ne se résout pas du tout. Là, vous avez les saisies d'héroïne en Iran, c'est la courbe noire, vous voyez que ça augmente, voilà, ça n'a pas d'impact réel. La peine de mort, juste là vous avez vu, j'ai mis un truc qui peut sembler un peu rigolo, enfin, c'est difficile de le prendre au sérieux pour lutter contre le trafic de drogue pendant les trafiquants. C'était le SCAN, vous savez, c'est le directeur de Radio Courtoisie. Mais il ne faut pas oublier qu'en France aussi, hein, dans le programme du Front National, hein, la peine de mort pour les trafiquants, chaque année, c'est remis c'est dans le programme du Front National. Donc c'est pas si éloigné que ça. Voilà, alors non seulement ça ne fonctionne pas, mais il y a même une branche de la sociologie, certains sociologues qui commencent à penser que ça a des effets contre-productifs, que la répression dynamise en réalité l'offre. Alors c'est difficile de se faire un avis, il y a quand même un cas où ça a été vraiment flagrant, c'est la pénurie de MDMA en 2009, où suite à une saisie des produits dont les laboratoires ont besoin pour fabriquer la MDMA, qui est l'ecstasy, une saisie sur le plan mondial, tous les stocks ont été saisis, et du coup il n'y a plus du tout de MDMA dans le monde entier pendant un an. Et c'est à cette époque-là qu'on a vu apparaître les nouveaux produits de synthèse qui ont explosé, donc les catchinones, je ne sais pas si vous en entendez parler dans vos métiers, mais c'est des produits qui sont aujourd'hui encore très consommés. Donc non seulement ça a permis l'émergence de ces produits qui sont venus répondre à la demande des clients qui n'avaient plus de MDMA, donc qui cherchaient autre chose, qui s'en rapprochaient, mais quand la MDMA est revenue, parce qu'après les laboratoires ont trouvé un autre moyen de fabriquer la MDMA, donc la MDMA est redevenue plus disponible, plus forte et moins chère que jamais, hein, c'est toujours le cas aujourd'hui, les catinones et tous ces produits qui avaient émergé pendant la pénurie, eux, ils sont restés. Donc les produits sont vraiment de plus en plus nombreux. Si ça vous intéresse, il y a un article dans SWAT qui explique ce phénomène 2009 et la pénurie de MDMA. Donc voilà, effectivement, la dynamisation de l'offre. Alors on pourra aussi parler de la façon dont les revendeurs qui se font incarcérer laissent des places. En fait, ça permet d'offrir des tremplins pour les autres. Et donc effectivement, ça donne ça dynamise l'offre. Il y a eu un livre qui est sorti, alors je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vraiment parler, mais je vous ai mis la couverture. Il est sorti il y a 2 ans. La drogue, une économie dynamisée par la répression, auprès du CNRS. Donc a priori, ça doit être... voilà, donc je vous ai mis une petite citation de Nasser Lallam, qui travaille depuis longtemps sur le trafic. Les marchés des drogues ne connaissent pas la crise, ils sont en effet en expansion depuis des années, se révèlent très dynamiques et ont une grande capacité d'adaptation. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et on retombe sur ce que disait tout à l'heure Marwan, offre et demande sont en interaction, et essayer de supprimer l'offre seule, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça impose de réfléchir un peu autrement sur le trafic. Et alors, pour vous parler de mon cheminement, moi j'ai commencé à réfléchir autrement sur le trafic de par mon travail à Technoplus, donc une association de réduction des risques en milieu festif, dans laquelle j'ai fait un stage en 2005 et qui constituait pour moi un super observatoire pour voir des consommateurs, rencontrer des gens et faire des entretiens pour le mémoire que je devais faire dans le cadre de mes études. Et très vite, il y a un constat qui s'est imposé à moi, c'est le fait que alors particulièrement sur la cocaïne, alors c'est vraiment le produit sur lequel c'est le plus visible,
tous les usagers problématiques de cocaïne, ils étaient aussi revendeurs, et tous les revendeurs de cocaïne qu'on voyait, ils avaient des problèmes à gérer leur consommation de cocaïne. Donc, vous savez qu'on peut avoir un usage maîtrisé de drogue, même dure. Ça a même un nom, on parle d'usage simple. Il y a l'usage simple, l'usage à risque et l'usage nocif. En général, on distingue comme ça. Alors un usage simple, il est toujours un peu à risque quelque part parce qu'on peut glisser vers un usage plus dur. Mais en tout cas, voilà, les revendeurs de cocaïne, à part quelques exceptions qui étaient des revendeurs non consommateurs qui venaient juste pour écouler du produit sur des gros événements, tous avaient des difficultés à gérer leur consommation. Donc j'ai décidé de travailler là-dessus parce que ça m'a semblé un sujet intéressant et j'ai pensé que c'était pas beaucoup traité. Et donc j'ai pu interviewer une dizaine d'usagers revendeurs de cocaïne en milieu festif. Et parmi ces usagers revendeurs, il y a vraiment deux profils qui se sont distingués. D'un côté, des usagers qui sont ensuite devenus revendeurs, donc des gens qui ont commencé par consommer et qui ensuite sont devenus revendeurs, alors avec différents mécanismes qui les poussent à revendre. Donc le fait de financer une consommation qui est importante, le fait d'avoir, alors un truc très important, simplement le fait d'avoir un plan, un moyen d'acheter de la cocaïne à un prix intéressant et à un produit de bonne qualité, ce qui faisait que leurs copains consommateurs leur demandaient s'ils pouvaient leur en vendre. Et du coup, pour rendre service, en fait, ils rentrent petit à petit dans la revente, et puis ensuite il y a une espèce de mécanisme d'engrenage qui fait qu'après c'est difficile d'en sortir. Donc voilà, d'un côté des usagers qui deviennent revendeurs, et de l'autre des revendeurs qui deviennent ensuite usagers. Alors là, c'est un profil qui était souvent qui était un peu différent, des jeunes qui étaient plutôt originaires de familles pauvres, de quartiers pauvres, souvent racisés, et qui du coup commencent par revendre. Alors il y avait différents types, mais par exemple, pour vous en prendre un qui m'a beaucoup marqué, lui, il avait commencé simplement parce que dans son quartier, il y avait un grand qui faisait du trafic et qui avait envoyé une équipe sur un Technival. Donc un Technival, c'est un très gros événement techno. À l'époque, il y avait 60 000 80 000 personnes. Donc il avait envoyé une équipe et il lui avait proposé d'aller là-bas pour vendre des produits. Et donc ils étaient partis avec le coffre rempli de drogue et ils avaient écoulé pendant 3 jours. Et autant les autres de cette équipe n'ont pas consommé, autant, parce qu'ils avaient des temps de pause, hein, bien sûr, lui, il a rencontré des gens, il a discuté, et puis il s'est dit, tiens, pourquoi pas, il a essayé de goûter, ça lui a plu, et très rapidement, en fait, il a glissé il s'est mis à sortir, en fait, dans ses soirées, et à consommer de plus en plus, et effectivement, je rejoins un peu ce que disait Marwan tout à l'heure, il a été assez rapidement exclu des réseaux de trafic. C'est-à-dire que les consommateurs sont souvent... on a moins confiance en eux dans les réseaux de trafic, parfois à juste titre, hein, parce qu'on sait qu'ils vont avoir du mal à gérer si on les ont plein de produits chez eux, ils risquent de le consommer au lieu de le vendre, etc. Voilà, donc la revente peut aussi être une porte d'entrée vers l'usage. Alors il y a plusieurs mécanismes que j'ai pu observer. Donc l'évolution des représentations. Souvent les jeunes des quartiers populaires, les quartiers populaires ont été très touchés par l'épidémie d'héroïne dans les années 80 et même aujourd'hui, il y a souvent, en tout cas en Ile-de-France, on voit que les scènes de consommation elles sont très localisées dans les quartiers les plus populaires. Et donc il y a un espèce d'archétype du toxico qui est très prégnant dans l'imaginaire de ces quartiers. Et du coup, une vision des drogues est souvent très négative, même plus négative que la réalité, hein, un peu exagérée. Et du coup, en rencontrant des consommateurs, parce que quand on vend forcément, on rencontre des consommateurs, particulièrement avec les formes de deal comme maintenant la livraison à domicile, où on va carrément chez les gens, où on peut être amené à les revoir de semaine en semaine pendant un an, et leurs représentations, elles évoluent. Parce que on se rend compte que oui, il y a des gens intégrés qui peuvent consommer tous les week-ends et pas avoir forcément de problème directement avec leur consommation. Donc les représentations évoluent et là, ça peut laisser la place à des expérimentations. Après, il y a des usages utilitaires, donc notamment par rapport à, ça a été dit tout à l'heure, mais vraiment au stress et à la pression du trafic, parce que notamment en ce qui concerne le cannabis sur le sommeil, le fait de mal dormir, etc. où du coup les produits peuvent aider à gérer ce stress, par exemple à gérer l'insomnie ou à rester vigilant. Il y avait comme ça un revendeur qui m'expliquait que lui, il avait eu un espèce de traumatisme, alors il en était à plusieurs incarcérations, et donc la police, vous savez, quand il perquisitionne, il débarque à 6h du matin, 5h du matin, et il pète la porte. Et lui, il avait un traumatisme de ça, et du coup, tous les matins, à 5h du matin, il se réveillait. Et il était chez lui avec sa femme, il ne savait pas quoi faire, et du coup, il consommait. Et donc, une hausse des consommations, on dirait. Alors, j'ai mis la sexualité parce qu'effectivement, la sexualité, j'ai remarqué que c'est souvent les consommations
en contexte sexuel, c'est souvent un contexte où c'est comme si les normes s'appliquent moins, c'est un peu plus autorisé. Autant consommer de la cocaïne, c'est super mal vu, autant en contexte sexuel, ça peut passer plus facilement. Et donc il y a de nombreux exemples de revendeurs qui sont devenus ensuite consommateurs et qui souvent finissent pas très bien. Il y en a dans les maisons d'arrêt, et puis il y en a aussi, notamment un CARUD B18 en Ile-de-France qui travaille vraiment sur le crack. Alors maintenant ils ont changé, mais qui travaillaient vraiment sur le crack, et où les éducateurs m'expliquaient que la plupart des usagers de crack hyper précaires qu'ils voyaient, c'était des revendeurs en fait, c'était des gens qui avaient commencé par revendre et puis qui étaient partis dans le crack et qui avaient mal fini. Ça forme une bonne part des gens les plus précaires qu'on peut voir dans les CARUD, etc. Alors une autre citation que j'aime bien, dans le milieu médical, il y a quelque chose qui m'agace profondément, c'est l'opposition qu'on fait entre les pauvres usagers victimes des méchants dealers. En fait, je crois que ce sont les mêmes. Aujourd'hui, il faut réellement commencer à travailler avec les vendeurs, et si les vendeurs d'héroïne, il y a 20 ans, ne consommaient pas d'héroïne, les vendeurs de cocaïne, notamment, s'y mettent largement. Donc l'usage comme porte d'entrée dans le trafic, on ne va pas y revenir, c'est assez simple. En tout cas, qui commence par revendre ou qui commence par consommer, au final, il y a des risques communs qui s'appliquent. Donc j'ai observé la même logique d'engrenage, avec la difficulté de maîtriser sa pratique de revente, de ne pas augmenter, revendre de plus en plus, pour plusieurs raisons, parce que les prix sont dégressifs, donc plus on achète, moins c'est cher, parce que plus on revend, plus en fait, si on revend des produits de bonne qualité, pas trop cher, plus on va avoir de demandes, parce qu'il y a une demande très importante en fait en stupéfiants. Comme c'est illégal, ça ne s'achète pas au supermarché, donc si un vendeur a des produits de bonne qualité et pas cher, il n'aura vraiment aucune difficulté à se constituer une clientèle, au contraire. Et puis le poids des dettes, dont a déjà parlé Marwan, il y a un mot là-dessus que je trouve très intéressant, c'est pousser. Je ne sais pas si ça se dit ici aussi, on dit pousser des produits. Alors ça peut s'employer de plusieurs façons, on peut dire je me suis fait pousser. Donc pousser, ça veut dire donner par exemple 50 grammes de cocaïne à quelqu'un, c'est du dépôt-vente. Il les vend et après il paye. Et ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et après il rembourse en gros le prix des... Et le problème c'est que ça veut dire que la personne, si elle n'arrive pas à le revendre, parce qu'elle consomme, parce qu'elle se le fait voler, parce qu'elle se fait interpeller et que du coup c'est confisqué, et ben elle est dans une situation de dette. Et ça, il y a des gens qui du coup se retrouvent à devoir rembourser des dettes de produits qui se sont fait confisquer par la police et donc obligés de recommencer à dealer pour pouvoir, alors qu'ils se sont fait interpeller, quoi. Donc voilà, le poids des dettes c'est vraiment important. Le peu de bénéfices, c'est quelque chose qui m'a surpris. Alors bon, c'est particulièrement vrai pour les usagers revendeurs. Bon, je ne parle pas des hauts niveaux du trafic, hein, mais ceux qui revendent, alors, moi ceux que j'avais, ils revendaient entre 20 grammes à 100 grammes de cocaïne par semaine, donc c'est quand même pas rien. 100 grammes de cocaïne, ça représente 50 000 euros à la revente, non 5 000 euros à la revente, donc 5 000 euros par semaine, c'est quand même pas négligeable. Et pourtant, ils faisaient assez peu de bénéfices, parce que d'une part, ils consommaient, et puis ils avaient des gens, ils étaient entourés de gens autour d'eux qui consommaient aussi, donc ils rinçaient, ils donnaient, à la fois un peu pour fidéliser la clientèle, mais aussi parce que ça fait un peu partie du mode de vie, de la flambe, etc. Et puis aussi parce que en fait, c'est très difficile d'économiser les bénéfices, parce que c'est de l'argent sale, donc vous ne pouvez pas le mettre à la banque, notamment avec la loi sur la saisie des avoirs criminels, où c'est d'autant plus dur. Maintenant, la police remonte les prête-noms. Il faut savoir que vraiment, du point de vue policier, maintenant, une bonne affaire, c'est quand même une affaire où il y a des saisies, où c'est pas juste de remonter, entre guillemets, une filière, c'est aussi de saisir de l'argent. Et du coup, ils vont très loin. Ils remontent les prête-noms, ils saisissent les vêtements, les chaussures. Du coup, c'est difficile de pouvoir blanchir de l'argent. Il y a très peu de gens qui y ont accès finalement. Donc en fait, comme on ne peut pas l'économiser, on est un peu obligé de le dépenser en flambant. Donc finalement, peu de bénéfices, une consommation en hausse et abusive, des risques connexes, les vols qui sont très fréquents, hein, parce que là où il y a de l'argent, il y a de la convoitise, donc évidemment des vols. Des violences qui sont souvent liées aux dettes, avec le fait de rembourser, l'idée de gens qui ne remboursent pas les dettes. Je sais qu'ici à Toulouse, vous avez eu une affaire très marquante, comme ça, l'affaire Bourseau, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, ça avait scandalisé la France. Et ce qu'elle a d'intéressant, cette histoire, c'est qu'elle s'est passée dans un... Je crois que je vous l'ai mise quelque part. Elle s'est passée dans un quartier qui n'était pas du tout une... Voilà, c'est cette jeune fille donc, qui avait une dette de 6 000 euros et qui a été tuée et dissoute dans un bain d'acide. Ils se sont inspirés de Breaking Bad, les mecs qui avaient fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un réseau de trafiquants
de cité, etc. Là, pour le coup, c'était vraiment des revendeurs des beaux quartiers, des jeunes qui étaient en école de commerce, qui avaient un haut niveau d'études, et qui pourtant, voilà, ça montre que la violence, elle est vraiment pas propre au quartier, même si c'est celle qu'on voit le plus. Donc d'ailleurs, pour la petite histoire, là, la justice a refusé d'indemniser les parents d'Eva. À la base, ils devaient l'être, et puis finalement, a jugé qu'elle était responsable de ce qui lui arrive. Voilà, donc ensuite, dans les risques judiciaires, bon, bah, ils sont évidents, hein, les incarcérations, l'impact sur la vie sociale, la forte pression psychologique, etc., etc. Bref, tout ça, ça fait qu'après une période où souvent les gens ne se rendent pas trop compte dans quoi ils mettent les pieds, on peut surnommer la lune de miel. La lune de miel, vous savez, c'est très utilisé pour la consommation de stupéfiants. On dit que quand on consomme, il y a une période où on n'a que les effets positifs des drogues et qu'on ne voit pas encore les effets secondaires. Et du coup, on a l'impression que c'est génial, que tout va bien, qu'il n'y a aucun défaut. Puis ensuite, les défauts commencent à se faire sentir, on sort de la lune de miel. Et il y a un peu le même principe avec l'usage-revente. Je pense avec le trafic aussi. Et où du coup, la fin de la lune de miel, elle est difficile. Et d'ailleurs, cette lune de miel, en termes de travail pour des intervenants, c'est aussi important de bien voir qu'il y a des moments sur lesquels on peut intervenir et d'autres moments où c'est pas la peine. Quelqu'un qui est en pleine lune de miel, vous ne ferez pas changer, vous ne ferez pas évoluer, parce que ce qu'il vit contredira ce que vous lui direz. En fait. Voilà, encore une petite citation. Pour les vendeurs, arriver en détention est souvent l'expérience d'une amère déception. Pendant qu'ils vendaient, ils côtoyaient des mondes desquels ils sont habituellement écartés, des milieux assez aisés. Ils ont eu l'impression, le temps d'un rêve, de faire partie de ce monde-là et s'aperçoivent qu'une fois arrivés en cellule, ils sont bien seuls, bien oubliés et que tout ceci n'était qu'un rêve, le bluff de l'argent et de la cocaïne. Et ça correspond vraiment à une réalité que j'ai observée de jeunes des quartiers en gros, qui viennent vendre dans les milieux festifs, et qui rencontrent des gens, qui se font plein de copains, ils ont leur téléphone qui sonne tout le temps, on a l'impression qu'ils ont une vie sociale hyper... et puis quand ça s'arrête, en fait, il n'y a plus personne. Et du coup, ça peut être très, très dur à vivre aussi. Bon, enfin, tout ça, c'est pas si nouveau que ça. Voilà, vous connaissez la phrase « Don't get high with your own supply ». Ça vient de Scarface, ça a été repris par Notorious Big. Donc Scarface, c'est 1983. Ne te défonce pas avec ce que tu vends. C'est effectivement assez connu. Et en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que c'était aussi des risques qui étaient très connus par la sociologie. Qu'il y avait un paquet d'études qui avaient été faites et qui étaient toutes congruentes, qui allaient toutes dans le même sens, pour montrer que effectivement le trafic, c'est pas une activité où il y a tant d'argent facile que ça, enfin, que c'est plus risqué, etc. Donc je me suis demandé pourquoi ces risques n'avaient pas été investis par la prévention et par la réduction des risques, puisqu'il n'y avait rien, pas une seule brochure, pas un seul clip, aucun outil là-dessus. Et donc on a sorti une brochure à Technoplus qui reprenait un petit peu tout ça, une brochure sur le modèle de nos brochures habituelles. Et on a quand même demandé un conseil à notre avocat parce qu'on a eu plusieurs fois des problèmes d'ordre légal. Et il nous a répondu tout de suite, ça, si vous le sortez, vous êtes mort. Laissez tomber, ne le sortez pas. Donc on s'est dit qu'effectivement, c'était peut-être une raison pour laquelle il n'y avait pas non plus d'action là-dessus. Donc on a demandé un conseil aux juristes de la DGS, qui est un de nos financeurs, la Direction Générale de la Santé. Et donc après moult tergiversations, réflexions, etc., ils sont revenus vers nous pour nous expliquer que c'était possible de travailler sur l'usage-revente, mais seulement dans un cas. Si on considère la revente comme un risque associé à l'usage. En gros, on peut travailler sur les usagers qui deviennent revendeurs. Quelqu'un qui consomme, on peut l'avertir, attention, ne revend pas. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Quelqu'un qui revend, l'avertir, attention, si tu consommes, ça va mal se passer. Ça sort du cadre de l'application de la RVR, du décret, etc. etc. Donc, ça en revient à ça. Les revendeurs qui deviennent ensuite usagers sont donc exclus de la prévention, tout ce champ-là, alors qu'on sait pourtant que c'est une population à haut risque. Alors on pourrait penser que ces résultats que je vous ai dit sont propres à l'espace festif. Alors c'est en partie vrai, Marwan a détaillé les différents types de trafic et on retrouve ces risques de façon différente selon les types de trafic, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Alors je vous ai mis une étude parce que celle-là pour moi c'est la plus ancienne que j'ai trouvée là-dessus, en 1977, pour dire vraiment que c'est pas quelque chose de nouveau. Donc avec 450 dealers interviewés, et parmi eux, 40% étaient préoccupés par leur propre consommation de drogue. Les 2/3 avaient constaté des problèmes graves, alors là pour le coup c'est des problèmes très graves, décès, pathologie mentale, etc., chez les autres revendeurs qu'ils connaissent, et la moitié trouve qu'il est difficile de sortir du trafic.
Donc des résultats congruents avec aussi beaucoup d'études qui ont été menées en France. Maintenant, il y a beaucoup de sociologues, on peut citer Marwan, mais aussi Claire Duport, Michel Joubert, Michel Kokorev, Thomas Sauvadet, Malika Amaouche, Catherine Renaud-Morup, enfin il y en a vraiment beaucoup qui travaillent sur le trafic depuis une quinzaine d'années dans l'idée de casser les préjugés, d'essayer de montrer un petit peu la réalité du trafic. Donc les préjugés sur le trafic, on va les passer en revue rapidement. Donc les bénéfices mirobolants, donc là je vous ai mis pour montrer que c'est vraiment un cliché qu'on retrouve à tous les échelons. Même Darmanin a été pris, ça fait un peu la une, il a été pris en flagrant délit d'exagération des revenus des dealers. Il disait que tous les trafiquants gagnaient 100 000 euros par jour. Non, par jour. Voilà, donc non, ils ne gagnent pas tous 100 000 euros par jour. Donc sur les bénéfices, il y a eu des travaux très sérieux et très documentés de sociologues. Je pense notamment à Claire Duport à Marseille. Il y a eu la cité de la Castellane hébergeait un trafic et ça a été une grosse affaire judiciaire. Et une des particularités, c'est qu'ils ont réussi les policiers ont réussi à récupérer le livre de compte du réseau qui dealait, quoi. Et du coup, ça a permis de montrer un petit peu, de voir un petit peu les rémunérations réelles des acteurs. Et donc l'acteur principal du dossier, c'est-à-dire la tête de réseau, lui, il touchait énormément d'argent, il avait un rythme de vie, vous voyez, voyage, voiture de luxe, etc. Mais si on prend les autres, les nounous, 2 000 euros par mois, les guetteurs, 50 à 60 euros par jour, les vendeurs, 100 euros par jour, et les intermédiaires, 750 euros par kilo vendu. Donc vous voyez, c'est pas si mirobolant que ça. Et toutes les études convergent avec ça. On tombe à peu près à quelques dizaines d'euros près sur les mêmes prix. Donc il y a Christian Benlagdar, un économiste, qui a notamment publié, je trouve ce petit dessin génial. Alors je vais vous l'expliquer parce qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. En gros, la première pyramide, elle montre, plus vous allez haut, plus vous êtes sur les hauts échelons du trafic. Donc tout en haut, c'est les grossistes, en dessous les semi-grossistes, en dessous les vendeurs, en dessous les petites mains. Et vous avez le nombre de personnes impliquées. Donc 1000 grossistes, 10 000 semi-grossistes, 90 000 dealers et 130 000 petites mains. Et à côté, vous avez les revenus annuels par tranche. Et donc vous voyez que les grossistes, ils estiment leur revenu à 400 000 euros, les semi-grossistes à 56 000 euros annuels, là on est toujours sur des sommes vraiment importantes. Par contre, les dealers et les petites mains, on est à seulement 7 000 euros par an. 7 000 euros par an, ça fait même pas un SMIC, hein, ça fait 500 euros par mois à peine. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu. Alors, on va en parler de ce graphique parce qu'effectivement c'est un peu exagéré. En fait, c'est parce que lui, en tant qu'économiste, il tient compte des coûts cachés. Donc les frais de justice, le manque à gagner pendant les incarcérations, si on compare avec une activité légale, il faut tenir compte des cotisations sociales, le chômage, tout ça. Et du coup, si on déduit tout ça, on arrive à ces chiffres-là. Donc voilà, c'est quelque chose de bien connu et depuis longtemps. Il y a un travaux américain pionnier là-dessus, c'est pourquoi les dealers vivent chez leurs parents, de Sudhir Venkatesh, qui lui avait infiltré un réseau de vendeurs de crack. Et donc dans ce travail, il avait montré que deux choses, que ces vendeurs de crack, ils avaient une espérance de vie qui était inférieure à celle des détenus dans le couloir de la mort, des prisons américaines, et qu'ils touchaient, je crois que c'était, je ne sais plus, mais enfin un truc ridicule, qu'au final, les bénéfices qu'ils touchaient étaient ridicules. Bon, dans les autres clichés, on va passer rapidement. Il y a les quartiers qui vivent du trafic. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et donc, non, il n'y a pas de quartier qui. Enfin, les quartiers, il peut y avoir des gens qui vivent du trafic dans les quartiers, parfois peut-être des familles, mais des quartiers qui vivent du trafic, ça se verrait, hein, on verrait une évolution sur ces quartiers qu'on ne voit pas. Donc, Claire Duport, elle a estimé à 5 par rapport à la cité de la Castellane, elle a estimé que 5% des habitants de la cité pouvaient avoir, d'une façon ou d'une autre, reçu de l'argent ou de l'aide de la part du réseau. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dons symboliques, donc ça peut être une piscine gonflable pour les enfants du quartier, ça peut être des petits cadeaux, un petit complément sur le loyer, mais ça revient un peu au soft power Marwan, mais finalement c'est pas grand chose. La violence, alors la question de la violence, là effectivement c'est un gros cliché et c'est pas, pour le coup c'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien sur un milieu qui est très violent. Comme c'est un milieu illégal, en fait, il n'y a pas de recours possible. En cas de vol, d'arnaque, vous ne pouvez pas aller voir la police, etc. Donc le seul recours possible, c'est la violence. Donc tout repose en fait là-dessus, même si les liens de confiance, etc., reposent aussi sur ça.
Par exemple, je vois, on parlait d'un plan, un four de cannabis à Saint-Denis, où ils avaient un fonctionnement un peu particulier. Ils font des entretiens d'embauche à la journée. Donc le matin à 9 h, les mecs arrivent et passent un entretien d'embauche avec le manager. Et ils doivent laisser leur carte d'identité toute la journée. Le manager garde la carte d'identité. Et donc il y a tout un truc sur savoir où la personne habite, qui elle est, etc. pour pouvoir, en cas de problème, le retrouver en fait. Donc voilà, le recours à la violence, il est important. Et on voit bien qu'il y a effectivement un nombre de... Enfin, on entend surtout parler des décès, des assassinats, mais ça c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'effectivement c'est le plus marquant. Mais il y a beaucoup de règlements de compte dont on n'entend pas parler parce qu'ils sont beaucoup moins visibles. Sur le 93, on parlait de gambisation. Gambisation, c'est un terme qui vient de l'italien, ça veut dire tirer dans la jambe, pour éviter justement de tuer la personne et laisser une personne handicapée et visible. Bon, j'avance un petit peu plus rapidement. En tout cas, sur la violence, le truc qu'il faut retenir, c'est que les principales victimes de cette violence, c'est les trafiquants en fait. C'est-à-dire que certes, c'est les responsables, mais c'est aussi eux les victimes en fait. C'est une violence qui s'applique sur les trafiquants, comme l'affaire Poisson. Alors le prosélytisme, donc le fait de pousser les clients à consommer, donc là aussi il y a plein de légendes, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la légende des décalcomanies au LSD pour toucher les enfants, donc ça, si ça vous intéresse, il y a un article super en ligne, donc vous pourrez voir que c'est faux. Il y a tous les produits coupés avec des produits plus addictifs, par exemple le shit à l'héroïne, etc. Donc là aussi ça n'existe pas. Voilà, et sur les fours, c'est bien les consommateurs qui viennent se fournir. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de faire de prosélytisme. C'est toujours pareil. Si vous vendez un produit de bonne qualité et à un prix pas cher, c'est les clients qui viendront vous faire la queue. En fait. Juste peut-être d'aborder une expérience de travail avec l'usager. J'y arrive, je vais passer rapidement. Parce que pour le coup, vous me dites qu'il va y avoir énormément de questions. Je fais vite. Ça marche, je fais vite, j'y arrive. Donc bon, je passe rapidement sur tout ça. En gros, si ça vous va, c'est dommage, mais on va passer directement à la question. On va passer directement à la question de prévenir l'engagement des jeunes dans le trafic, parce que ça répond plus à la question. Donc là, je vais me baser sur des ateliers que j'ai fait à Fleury auprès de jeunes majeurs incarcérés pour vente de stupéfiants qui étaient aussi consommateurs, qui étaient sélectionnés parce qu'ils étaient aussi consommateurs. Et donc déjà 3 choses qu'il faut retenir. La première, c'est de rester modeste dans ses objectifs. Donc on a commencé par là, il y a eu 50 ans de guerre à la drogue avec des moyens extraordinaires pour lutter contre le trafic qu'on n'a pas réussi. C'est pas en faisant de la prévention, etc., qu'on va réussir à empêcher les trafics. Ça, voilà, faut bien se le dire. Ensuite, il faut aussi retenir de faire attention, qu'effectivement c'est un milieu violent. J'ai bien aimé l'expression d'acteurs faibles, et voilà, il faut quand même garder ça en tête. Il y a déjà eu des cas d'acteurs de terrain qui ont été violentés, camions brûlés ou des trucs comme ça, donc il faut quand même faire attention. Donc tout ça pour dire qu'en gros, il est inutile d'espérer prévenir les trafics au sens de les empêcher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prévenir au sens d'avertir. Parce que souvent, les gens qui commencent à trafiquer sous-estiment les risques de la pratique dans laquelle ils s'engagent. Une autre limite importante, c'est le manque d'opportunités en fait, dans certains quartiers et la difficulté pour des jeunes de trouver du travail. Vous savez qu'avant 16 ans, en France, le travail est illégal. Donc concrètement, même si c'est très risqué, même si ça ne fait pas tant d'argent que ça, etc., si vous avez 15 ans, vous êtes d'une famille très pauvre et que vous avez besoin de faire de l'argent, et ben vous n'avez pas tellement d'autres possibilités que le trafic. Et ça, c'est une limite qu'on pourra difficilement dépasser. Alors, ensuite, donc les thèmes sur lesquels que j'ai retenu moi, sur lesquels je pense qu'on peut travailler avec des gens qui s'insèrent dans la revente. Donc le fait qu'il n'y a pas tant de gains que ça, et qu'on ne peut pas les économiser, avec en plus la loi sur les avoirs financiers. Ça, c'est un truc qui est important. L'impact sur la vie de famille, les risques judiciaires, les risques sociaux, les risques de vol et de violence, la pression psychologique, la structure pyramidale, et du coup le fait qu'il y a peu de chances de percer, un peu comme dans le sport de haut niveau, beaucoup de gens qui essayent et puis finalement pas beaucoup qui montent. La responsabilité, l'impact plutôt sur la santé des consommateurs, donc le sommeil, l'alimentation, le sport, etc. Et les dettes et les mécanismes d'engrenage. Donc pour ces ateliers en maison d'arrêt, j'ai utilisé des outils, j'ai dû les créer parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas encore.
En maison d'arrêt, c'est support papier obligatoire, vous ne pouvez pas ramener de film, donc voilà, j'ai simplement imprimé ça. Donc j'ai utilisé les pyramides de Christian Ben Lagda pour parler des gains, un résumé de l'article de pourquoi les dealers vivent chez leur maman, un article sur un dealer qui a été mis en prison pour avoir vendu de la MDMA à une jeune fille qui est décédée d'overdose, donc là pour interroger la question de la responsabilité pénale et morale sur la santé des consommateurs. La chanson Les 10 commandements du crack de Notorious Big. Sur les risques de violence, j'ai utilisé cette frise qui reprend tous les assassinats liés au trafic à Marseille de jeunes, vous savez, les trucs à la Kalachnikov, etc. en 2014. Sur la vie de famille, un extrait sidérant d'un trafiquant assez connu qui, pendant son incarcération, il y a eu une écoute téléphonique où il parle à son fils et où il lui explique qu'il faut bien travailler à l'école, ensuite tu pourras apprendre à conduire les bateaux, et dès que tu sauras conduire un bateau, tu peux gagner tout ce que tu veux. Fils, avec le bateau, tu vas jusqu'au Brésil, au Venezuela, en Colombie, tu sais qui c'est, Pablo Escobar. Donc voilà, et le fils qui répond j'ai que 10 ans, papa. Donc il est en prison, voilà, ça montre bien la vie de famille, on peut se demander ce que pense le gamin. Un autre article, alors on va passer au bilan. Donc la violence, j'ai trouvé que c'était un thème qui était très difficile à travailler avec les gens. C'est un peu, parce que en fait ils reconnaissent que c'est un monde très violent, mais il y a deux choses auxquelles je me suis heurté. D'une part, c'est presque valorisé. Moi, j'ai vu que des garçons. Hein. Je sais qu'il y a aussi des filles, mais c'est quand même vachement plus rare. Des garçons qui sont souvent jeunes, à l'adolescence, il y a aussi un truc de virilité, je pense, qui est important. Et du coup, être dans un milieu qui est violent et justement y résister, c'est quelque chose qui peut être revendiqué. Donc du coup, plus vous dites que c'est violent, en fait, oui, c'est pas quelque chose qui va donner envie à la personne d'arrêter. Et le truc, c'est le sentiment d'invulnérabilité. C'est ce qu'on m'a beaucoup répondu, c'est oui, mais moi ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas parce que moi je triche pas, je vole pas, je gratte pas sur les trucs, je suis sérieux, donc moi ça m'arrivera pas. Et donc ça, il y a aussi un truc parce que si par exemple il y a une attaque d'une autre équipe sur un terrain, ça tombe au hasard, quoi. Il y a une part de hasard. Bon, c'était aussi difficile parce qu'en maison d'arrêt, je travaillais avec des groupes. Du coup, il y a aussi, on dit le masque carcéral, le fait en prison de conserver par rapport aux autres une stature, etc. Donc c'est difficile d'avouer que oui, la violence, ça fait peur, etc. Puis c'est aussi très valorisé. Là, je vous ai mis l'exemple du clip, vous en avez peut-être entendu parler, Chicago, à Grenoble. Chicago, Grenoble. Ça avait été, où ils se mettent complètement en scène avec des cagoules, des armes, pas possible, etc. Et où Darmanin avait réagi et où finalement, en fait, c'était juste un clip. Ils avaient pensé que c'était sérieux, ça a déclenché une intervention policière dans ce quartier. Ouais. En fait, c'était bon, c'était un clip. La pression psychologique, ça a été un peu pareil, difficile de travailler avec le fait que ça soit ce truc de dire non, moi ça va, je tiens, etc. Après, il y a quand même, quand on gratte, il y a quand même des choses qui sortent, la difficulté sur le sommeil, la peur pour la famille. Alors je vais y revenir, mais la famille, je trouve que c'est vraiment, moi, c'est le truc avec le plus efficace en fait. Donc le stress que ça peut engendrer pour la famille, une perquisition, qu'est-ce que c'est pour la maman, qu'est-ce que c'est pour les petits frères, etc. Voilà. La hausse de la consommation, ça a un truc qui a beaucoup plus parlé, où effectivement tous reconnaissaient qu'ils avaient augmenté leur consommation, voire passé à d'autres consommations, donc d'autres produits, notamment l'alcool, pour gérer le stress, l'alcool qui permet de dormir, etc. Alors les gains, c'est vraiment le thème le plus dur. Les pyramides de Christian Ben Lagda, je trouve que c'est un super outil parce que ça fait réagir. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'aurais présenté les deux pyramides, alors là, c'était le festival. Parce que pour eux, c'est pas vrai. 7 000 € de gains annuels pour un dealer, ils disent non, c'est pas possible. Et du coup, c'est difficile parce que c'est une représentation qui est vraiment très profondément ancrée. Eux, ils sont persuadés qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et quand on creuse, en fait, on sent qu'ils s'attachent aussi à ça, presque, c'est irrationnel, c'est presque psychologiquement, ils ont besoin de se dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce que sinon l'autre version, c'est bah ouais, t'es complètement exploité, et c'est difficile d'un point de vue, je pense, psychologique, d'admettre que, particulièrement que t'es incarcéré parce que t'as été exploité. Donc assez difficile. Après, ce que j'ai trouvé beaucoup plus
facile à travailler, c'est les comparaisons avec l'économie légale, en disant, certes, t'es pas très... Enfin, parlons pas des gains, mais simplement ce que peut apporter l'économie légale. Quand on travaille, si on tombe malade, on est indemnisé. Si on se fait licencier, ben, on a droit à 2 ans de chômage. Tous ces trucs-là, la retraite, tous ces trucs-là, moi, les jeunes que j'ai rencontrés, la plupart n'avaient jamais travaillé en fait. Et c'était des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et vraiment, c'est-à-dire que le chômage, ils savent que ça existe, mais ils n'ont pas l'idée concrète de ce que ça. Et du coup, c'est des trucs qui les faisaient vraiment rêver en fait. De se dire, ouais, si tu es malade, bah, tu vas pas bosser. Et donc il y a ça. Voilà, je pense que ça, c'est une bonne réponse. On entend souvent des éducs qui disent oui, mais moi, ils me disent je fais en une semaine ce que toi tu fais en un mois, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, etc. Et bien, ça, c'est une bonne réponse. Quoi. Ça, c'est vraiment, je pense, une bonne réponse qui permet de sortir de ça. Donc, plutôt travailler sur les avantages des activités légales et les difficultés à économiser et le risque de se faire tout saisir par la police si on se fait interpeller. Ça, c'était plus porteur. Sur les risques juridiques, bah là aussi, il y a un peu le fait de se dire si moi je suis carré, je fais attention, moi ça ne m'arrivera jamais. Et c'était marrant parce que même en incarcération, ils continuent d'avoir ce discours que non, mais moi ça ne peut pas m'arriver alors qu'ils sont en prison, quoi. Donc, mais ouais, c'est assez difficile d'admettre que ça tombe un peu au hasard. La plupart, il faut savoir, la plupart des affaires de stupéfiants, parce qu'elle a été dit aussi tout à l'heure, elles sont faites sur dénonciation. Donc les dénonciations, on ne peut pas, c'est très dur à contrôler qui va dénoncer, pourquoi, etc. Donc là aussi sur les risques judiciaires, plutôt travailler sur la saisie des avoirs. Et la question des dettes, alors ça c'était beaucoup plus facile, ils étaient tous d'accord. Le problème c'est que du coup ils disent bah oui, il ne faut pas faire des dettes. Et ça s'arrête un peu là, quoi. Le dialogue, c'était prêcher des convaincus. Sur les dettes, ouais, on va parler. Et voilà, le thème que j'ai trouvé le plus efficace, c'est la vie de famille. Alors ça tient peut-être aussi au fait qu'en incarcération, l'impact sur la vie de famille, ils y sont confrontés quotidiennement, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils vivent, quoi. Ils le voient bien, il y en a qui avaient un enfant, et du coup ils voient bien que c'est compliqué quand tu es incarcéré. Et en tout cas, c'est vrai que quand on parle de ce que j'ai entendu, leurs rêves, c'était des rêves assez simples en fait, hein. C'était assez banal d'avoir un travail, une femme, une maison, des enfants, etc. Et du coup, il y a un moment quand même où ils se rendent compte que le trafic, c'est pas compatible avec ça. À long terme, ça peut marcher pour quelques personnes, mais c'est vraiment très 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 minoritaire. Et que, en plus, il y a des gens qui rentrent dans le trafic par, on va dire, la voie royale, parce qu'ils ont des connexions familiales ou amicales qui font que c'est beaucoup plus facile pour eux, mais pour des gens qui n'ont pas ces connexions-là, ça va être très peu de chances d'y arriver, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était ça le terme qui parlait le plus. Voilà. Après, comme je dis, ça dépend du moment. Et je pense que voilà, faut vraiment savoir saisir le bon moment aussi. La santé aussi, ouais. Le fait que bah, ouais, c'est mauvais pour la santé, surtout pour ceux qui bossent sur des terrains. C'est manger des kebabs, c'est pas faire de sport, c'est fumer, boire des canettes de soda, mal dormir, etc., etc. Donc voilà, quelques pistes pour terminer. Les représentations, donc déminer vos propres représentations sur le trafic. C'est pour ça que j'ai assez longuement parlé au début du trafic, des préjugés, etc. Essayez de déminer vos préjugés, mais n'oubliez pas que eux aussi ont des préjugés sur vous. C'est-à-dire que les éducateurs, ils vont avoir les jeunes vont avoir des représentations de vous en tant qu'éducateur. Et donc ils vont se dire, on disait que c'est un sujet tabou tout à l'heure. S'ils vous parlent de trafic, ils peuvent avoir peur que du coup ils sont exclus de la structure dans laquelle vous travaillez. Je sais que par exemple sur les structures qui s'adressent aux usagers de drogue, c'est très court, les revendeurs ils n'osent pas le dire parce qu'ils disent si on sait que je deal, ils vont plus me laisser venir parce qu'ils vont penser que je vais dealer aux autres consommateurs qui viennent pour arrêter, etc. Donc il faut essayer de déminer aussi leur représentation. Ça passe par avoir des bonnes connaissances, se tenir au courant, et je trouve que les faits divers, franchement, c'est une mine d'or pour interagir parce que c'est des exemples concrets et du coup, vous pouvez demander l'avis, discuter, je trouve que ça marche bien. Ensuite, saisir le bon moment. Donc voilà, la fin de la lune de miel, l'incarcération, il y a des moments comme ça qui sont clés. Avoir des propositions, ça je pense que c'est le plus difficile. Il y a eu une étude qui a été faite sur des jeunes qui dealaient dans le 93 et on leur a demandé dans cette étude à la fin quelles étaient leurs propositions pour justement prévenir le deal, etc. Et tous, ils ont eu des réponses d'ordre sociétal.
en disant il faut plus de bourses pour les études, il faut favoriser le recyclage, l'insertion professionnelle, etc. Des trucs sur lesquels en fait individuellement nous on n'a pas prise du tout, quoi. Donc ça reste aussi un peu une limite, mais il y a, je pense, quand même des propositions qui peuvent exister. Alors les chantiers d'insertion, tapage, il y a quelques dispositifs qui peuvent donner des pistes pour ça. Donc développer ses connaissances, suivre l'actualité, et puis le principe de la réduction des risques. Donc essayer de travailler selon ce principe-là, c'est-à-dire de se dire qu'on ne vise pas l'arrêt total de la pratique, mais qu'on vise à ce que la personne elle prenne moins de risques. Donc par exemple, pour quelqu'un qui commence à dealer, à rentrer dans un réseau, je veux dire en un terrain et tout, conserver une activité légale à côté. On sait qu'au niveau justice, le juge n'aura pas le même, on ne verra pas la personne de la même façon si elle a une activité légale ou pas. Et ça permet aussi de garder un pied dans autre chose et de pouvoir plus facilement sortir, faciliter la sortie au moment. Donc essayer d'utiliser cette façon de penser là. Bon, tout en sachant après qu'il y a aussi l'obstacle de la loi, il faut faire attention à ce que vous dites. Hein, donc, voilà. Réduire les risques. On avait soumis notre flyer là, sur l'usage-revente à un mec de la brigade des stupéfiants qui nous avait dit attention, il ne faudrait pas que ça soit le manuel de comment bien dealer, ça tomberait sous le coup de la loi, etc. Donc plutôt que donner des conseils, informer, donc on informe, alors vous ne pouvez pas être inculpé d'incitation au trafic ou que sais-je. Voilà pour moi.